Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous RH, ça se discute, un café à la main. Donc je suis ravie d'être là avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Zinsert, qui est notre spécialiste en recrutement international. Et avec nous aussi, notre invitée, Karine Ouellette, qui va se présenter de Reloc Québec dans quelques instants. Le sujet du jour, ça va être la relocalisation. J'ai eu du mal à le à le prononcer. La relocalisation, on va voir ce que c'est du coup avec notre invité. Et je vous tiens à vous préciser tout de suite aussi, n'hésitez pas à mettre, en commentaire toutes vos questions. Comme ça, on prendra du temps, à la fin de notre rencontre pour y répondre. Donc tout de suite, je passe la parole à notre invitée du jour, Karine. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et peut-être aussi même expliquer ce qu'est l'aide à la relocalisation du coup? Oui, ben, bon matin tout le monde. Moi, j'ai écouté la consigne, j'ai mon café à la main. Parfait, très bien, Karine, très très bon. C'est tôt, hein, 8 heures, là, donc c'est ça, ça nous aide un petit peu. Donc, ben, ça me fait plaisir de vous joindre aujourd'hui. Reloc Québec, c'est l'entreprise que j'ai fondée il y a 8 ans déjà. Ça partait d'un besoin là, qu'on voyait sur le terrain d'accompagner les entreprises, les individus dans les projets de relocalisation. Donc, le support, je vais l'expliquer un petit peu davantage. En fait, c'est quoi le support à la relocalisation? C'est qu'on est en accompagnement, en fait. On accompagne des humains dans l'un des plus importants projets de leur vie. C'est à peu près ça, hein, parce que la relocalisation, si on enlève le terme technique, là, relocation, relocalisation, c'est un déménagement international, c'est un projet de vie. C'est pas anodin, c'est pas des fois, il y en a qui changent de ville, oui, mais c'est déjà important. Déménager, hein, on le sait, on l'a pas mal tous vécu. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de planification, d'organisation. Et là, on pense à un déménagement international, où est-ce que là, il y a tout le niveau culturel, la perte de référence. Donc, nous, dans le fond, on est là pour soutenir ces gens-là dans le cadre de l'un des plus grands projets de leur vie. Et on gère carrément l'humain parce que ben, les individus ont chacun leurs besoins, leurs questions, leurs appréhensions. Et c'est pas un métier ça peut sembler simple de l'extérieur quand on dit relocalisation, trouver un logement, les démarches administratives. Mais aujourd'hui, ce matin, je me donne le défi de sortir de ce cadre de présentation-là, puis de revenir à l'essentiel parce que à l'essence même, c'est l'humain qu'on accompagne et avec tout ce que ça comporte comme défi et comme connaissance là, en arrière. Donc voilà, Alicia, j'espère que j'ai bien répondu. Merci beaucoup. Alors, Karine, moi, c'est sûr que, bon, ça fait quelques années qu'on se connaît, hein, je pense qu'on on a quasiment démarré nos entreprises en même temps. Euh, Moi, la chose qui me vient, parce que tu parles de l'humain, et ça, je pense que c'est la base aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est de prendre soin des gens avec qui on collabore. Quels sont les principaux défis que tu vois aujourd'hui? Parce que toi, tu travailles aussi bien, puis tu vas nous le dire tout à l'heure, mais aussi bien pour les entreprises, mais aussi pour les candidats, hein, les gens qui peuvent avoir besoin de tes services. Et ils ne sont pas obligés forcément de passer par une entreprise. Mais quels sont les principaux défis que tu vois auprès des entreprises qui doivent accueillir des gens arrivant de l'international? Parce que souvent, oui, il y a la langue, mais il y a plein d'autres choses qu'il va falloir comprendre, apprendre, les rites, les us et coutumes et autres. Ouais. Ben, je dirais que le premier défi, c'est justement au niveau psychologique, au niveau d'identification des besoins des gens. Parce que c'est normal, on s'imagine, hein, on a toujours quand on connaît pas bien un domaine ou une situation, par exemple la mobilité internationale dans ce cas-ci, ben on va s'imaginer des choses sur les besoins. Donc on va dire, ben notre travailleur, de quoi il a besoin? Bon, là je vais lui donner des informations là-dessus. Il va avoir besoin que je lui trouve un logement tout meublé, tout équipé pour son arrivée, le temps qu'il cherche sur place d'autres choses. Puis là, on imagine une séquence. Et alors que, ben, c'est pas tout à fait ça. C'est pas non plus, on n'est pas à côté de la traque quand on imagine un peu les besoins, mais il y a des subtilités. Et là, on tombe dans l'identification des besoins des gens. Donc, je vois beaucoup d'employeurs, puis c'est un défi, je pense. Puis nous-mêmes aussi, on doit
totalement se remettre vraiment à la personne qui est en face de nous, de pas présumer, même quand on est habitué de faire un processus, hein, ça devient comme un peu une routine, on coche les cases, mais il faut revenir à l'humain devant nous et c'est un des principaux défis, je trouve, de notre époque en mobilité internationale parce que beaucoup d'employeurs vont dire, ben voici ce que ce que je vais offrir, puis ce que le candidat va avoir besoin. Et quand on vérifie, quand on prend la demande d'un employeur, on le vit, nous, au quotidien, et puis qu'on l'applique dans la réalité avec un accompagnement, ben on prend pas pour acquis ce que l'employeur nous a dit, même si on écoute hein, la volonté de l'employeur, mais on repart à l'essentiel avec le candidat pour valider que c'est vraiment les besoins. Et puis, ben pas toujours, mais peut-être le quart ou le tiers du temps, on s'aperçoit que ce qui a été mentionné, ce ne sont pas les besoins du candidat. Et là, ben, quand on creuse, on est capable d'accompagner. Donc, je dirais que le premier défi, c'est de réellement comprendre les besoins des individus quand on n'a pas, je dirais, et c'est pas prétentieux, hein, mais on n'a pas les connaissances ou l'expertise ou l'expérience. Hein, c'est aucunement des mauvaises intentions, il y a ça. Et le deuxième défi important, je dirais que c'est le temps. Parce que, ben, on peut s'imaginer, ah ben moi, je vais l'accompagner, mon candidat. Par exemple, je suis québécois, je connais bien la culture, je vais être capable, je connais bien les fonctionnements et tout ça. C'est simple hein, en apparence, puis dans les faits aussi, quelque part, c'est simple. On peut se faire une liste et puis on y va une étape à la fois. Mais quand on est en accompagnement d'un humain, ben c'est pas simple. Donc, ça paraît simple. Et puis, rapidement, selon les candidats, ça peut rester assez simple, mais ça peut devenir un peu plus complexe et c'est là que ben, les gens s'aperçoivent, ah oui, d'accord, ça demande beaucoup de temps, je dois être présent. Puis souvent, on prend des exemples connus comme la recherche d'appartements ou parce que ça parle aux gens. Mais je pourrais vous donner des exemples beaucoup plus subtils au niveau de la culture, d'adaptation potentielle à adaptation culturelle. Mais par exemple, au niveau de la recherche de logement, ben, si on revient sur l'exemple d'un employeur qui se dit, ben, mon candidat arrive rapidement, je dois lui trouver un logement tout équipé, tout meublé. Ben, si, par exemple, toutes sortes de on en a eu un récemment où est-ce qu'il y a eu un petit peu une différence entre ce que l'employeur nous demandait et ce que les candidats avaient besoin. Et puis, rapidement, une des choses qui coinçait, c'était le budget. Parce que l'employeur n'avait pas pris en charge, ne prenait pas en charge financièrement le coût de l'appartement. Donc, si l'employeur ne prend pas en charge et puis qu'il demande qu'on ait trouvé certains types de biens derrière, bien, des fois, ça ne le fait pas, ça ne fonctionne pas parce que le candidat n'a pas le bon budget selon la catégorie de ce que l'on recherche. Un autre exemple, des gens qui nous demandent souvent, moi j'ai des appels. Et là, ben, à chaque fois, j'essaie de répondre avec doigté et diplomatie, mais c'est pas one fits all. C'est pas une information pour tous. Il y a des sites Internet pour ça. Les gens qui le font par eux-mêmes vont chercher, et vont trouver quelle information? Une information qui est générale, qui est non adaptée probablement à leur situation. Donc ça, c'est quand on le fait soi-même. Quand on est accompagné, on n'envoie pas des informations toutes digérées, toutes prêtes parce que une personne va, par exemple, au niveau du logement, si je dis qu'un 4,5, que ce soit à Montréal, à Québec, on peut s'en sortir à 800 $, ben, il y a une autre personne à côté, c'est 1800 $. Pourquoi? Ben, il y a toute une gamme de produits, de possibilités, il y a toute une gamme de besoins, il y a tout un contexte aussi derrière ça. Donc, c'est difficile de dire, ben, voici l'information, on veut la donner, c'est pas qu'on veut la retenir, la cacher ou se dire, ben, nous, on maîtrise, on veut faire plus d'affaires, même pas. On veut aider les gens, mais on peut pas donner une information comme ça. C'est pas ce qu'on fait. C'est du personnalisé sur mesure. Et c'est ça la valeur d'un accompagnement, que ce soit l'employeur qui le donne à l'interne, que ce soit une firme comme Reloc Québec, une personne qui accompagne, peu importe. L'idée, c'est d'offrir le support aux travailleurs. Nous, quand on a créé l'entreprise, ben, on souhaitait vraiment dans notre vision que l'enrichissement du Québec, qui passe aussi par l'accueil de nouvelles cultures, ben, que ça se fasse. On peut pas, nous, Reloc Québec,
prendre la charge de tous les gens qui arrivent de l'extérieur dans tout le Québec. Ça va pas être possible. Donc, on veut que ce soit un travail d'équipe, ça prend tout un village pour éduquer un enfant, mais ça prend tout un monde des affaires, des intervenants pour accueillir des nouveaux arrivants. On n'est pas là-dessus les uniques. Mais on souhaite bien que ça soit fait, par contre, qu'il y ait du support à ces gens-là, parce qu'il n'y a rien de tel que quelqu'un qui arrive, qui ne comprend pas bien la culture, l'environnement dans lequel il atterrit, et là, il présume des choses. Et là, c'est là les quelques personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer. Il y a des retours chaque année des gens pour qui ça ne fonctionne pas malheureusement, ou dans des entreprises, ça ne fonctionne pas. Bien, pour moi, la raison principale, il y en a d'autres, mais la raison principale pour moi, c'est le manque de connaissances, le manque de compréhension de ces gens-là, de leur lieu d'atterrissage. Et ultimement, ça va aussi avec peut-être le manque d'accompagnement de ces gens-là aussi, parce qu'on ne peut pas tout savoir seul. On ne peut pas apprendre à écrire seul quand on ne connaît même pas nos besoins. Donc, les employeurs disent, moi, je veux ceci, je veux cela, mais quand on ne l'a pas fait, on ne sait même pas de quoi on va avoir besoin pour accueillir notre nouveau travailleur. Donc, déjà, c'est tout un monde. Je m'arrête parce que je peux parler pendant des heures. Il faut m'arrêter. Et en même temps, Karine, tu as utilisé un mot qui est super important. Tu as dit les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend. Et moi, je le vois parce que c'est la même chose pour le recrutement. Les gens se lancent dans du recrutement international, mais on leur dit, vous savez, il faut de la disponibilité pour avoir les entrevues, pour tout ça. Puis le temps manque. Et allez, permets-nous de visualiser les choses. Moi, demain, je suis un immigrant, je vis dans un autre pays, une entreprise m'a recruté au Québec. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour moi? L'entreprise t'a dit, voilà, on recrute Philippe, on le fait venir. Occupe-toi de lui. Est-ce que les entreprises te donnent carte blanche, tu fais tout ce qu'il faut, ou est-ce qu'ils disent, tu interviens sur tel type de service, mais qu'est-ce que tu vas vraiment faire pour moi, par exemple? Comment ça va se passer? Oui. La première chose qu'on fait, puis ça, on l'encadre avec les employeurs, on leur propose des solutions, on a des forfaits, on a des services à la carte. On essaie d'y aller sur toujours le meilleur rapport qualité-prix. Tout le monde, dans notre cas, on veut bien accompagner avec un budget, donc ça, c'est normal. La première chose qu'on fait, ça, c'est non négociable quand on travaille avec une entreprise ou avec un individu, c'est qu'on a un volet préparation. Donc ça, c'est non négociable. Dans le passé, on est tellement, notre qualité principale chez Reloc, ma qualité principale, puis de beaucoup de monde dans l'équipe, c'est l'adaptation. Parce que ça prend tellement une grande adaptation. C'est la première qualité d'une personne qui bouge, qui va bien réussir son projet. Donc, il faut prêcher par l'exemple. Et de toute façon, on adore ça. On est des gens qui nous adaptons facilement. Mais quand on s'adapte, ça demande quand même une bonne préparation parce que on va pas non plus, on va pas dans n'importe quelle direction, puis on fait n'importe quoi. Ça prend une structure. Donc, la première chose qu'on fait, c'est la préparation. On a minimalement 2 rencontres avec les candidats. Donc, là, je parle de l'individu qui va, lui, bouger là, au Québec. Pourquoi ces préparations? Parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Quand on apprend une journée, si Philippe, on va prendre l'exemple de Philippe qui est recruté. Donc, Philippe, tu été recruté pour aller travailler. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours l'Australie comme exemple. Là. Je dois avoir je pense que tu as envie d'aller à Sydney. D'aller en Australie, je ne sais pas. Alors, Philippe, disons que tu es recruté en Australie, tu obtiens le poste, le contrat se signe aujourd'hui. Alors, à quel moment, Philippe, tu vas avoir le goût de t'informer sur la vie en Australie ou comment faire? Est-ce que c'est dans 6 mois quand tu vas obtenir ton permis de travail, disons, ou est-ce que c'est maintenant? Alors, ça, c'est toujours la question que je pose. Généralement, la réponse, c'est maintenant. On est excité. Ça, c'est comprendre la base là, du projet. Là. Si on ne comprend pas ça déjà, puis drôlement, à chaque fois, on a des gens, des employeurs qui nous disent, OK, donc moi, je vais faire toutes les étapes. À partir du moment qu'ils vont avoir un peu des confirmations pour le permis de travail, on vous appelle. Non, c'est comme trop tard là, déjà. Là. C'est en amont. Donc, première chose, préparation, très important. On va répondre aux premières questions des candidats. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont peu. Donc, ça, on ne peut pas le prévoir, mais on est là pour répondre à ces questions. Et on va
discuter ou amorcer des conversations sur différents aspects, en fait, tous les sujets qui touchent au projet de mobilité internationale. Il y en a une panoplie. Donc, bien sûr, on va commencer sur les présentations. Qu'est-ce qui vous motive à venir au Québec? Déjà, de comprendre le projet. Est-ce que c'est un projet de longue haleine? C'est un nouveau projet? Est-ce que les personnes se sont énormément déjà préparées en amont avant même d'obtenir un emploi ou non? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'on entend qu'il y a des préjugés derrière leur dire? Est-ce que, bon, donc on essaie de situer les candidats. C'est là que commence un peu l'analyse des besoins et en même temps, c'est de parler du contexte de recherche de logement, des formalités administratives, de la culture, de la ville où est-ce qu'ils vont atterrir, du transport, des écoles, du système de santé. Donc, et chaque sujet va amener peut-être des questions plutôt générales et tranquillement, on va se rendre un petit peu en entonnoir pour aller sur des accompagnements plus précis par la suite. Mais il y a minimalement 2 rencontres et dans ces 2 rencontres-là, souvent la deuxième, elle est consacrée plus au niveau budgétaire. Donc, les impôts, les charges sociales, les assurances. Et là, d'un salaire brut annuel dégage un salaire net, disons, mensuel pour calculer un peu les postes de dépenses. Et puis, c'est déjà un bon départ parce qu'il y a des gens dans d'autres cultures qui se font proposer, même en France, parfois un salaire plutôt sur le mensuel ou en tout cas un salaire net. Donc, il y a des différences en termes de présentation. Donc, on s'assure de la bonne compréhension. Et puis, on s'assure qu'après, on va placer ça. On s'est fait un outil maison carrément très précis où est-ce qu'on va aller placer les niveaux de dépenses, les catégories de dépenses. Et ça, à chaque fois, c'est pas pour montrer aux gens comment faire un budget. Je veux dire, on accompagne des gens qui ont parfois 40, 50 ans. On va pas leur montrer à faire un budget. C'est d'expliquer c'est quoi le coût de la vie au Québec et de mettre ça en relation avec leur pouvoir d'achat. Au final, le salaire qui leur a été proposé et d'aller le placer. Et là, par exemple, si on prend encore le logement, par exemple, si je vois qu'il y a une possibilité de dépenses, parce qu'on fonctionne avec des pourcentages, disons entre 30 et 35% du budget net qui est octroyé approximativement sur une dépense de logement, on va aller voir qu'est-ce que ça donne comme montant. Et là, est-ce que c'est réaliste selon les besoins du candidat, selon notre ville d'installation, selon les disponibilités, parce que vous savez qu'il y a une pénurie de travailleurs, il y a une pénurie de logements au Québec aussi. Là, nous, on fonctionne avec ça. Donc, est-ce que tout ça, ça fait sens? Et avant d'aller donner l'image au candidat, on va avoir validé tout ça et on s'assure d'être dans la bonne orientation pour la recherche pour que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un candidat qui n'est pas préparé. Et là, on tombe dans dans de la logistique ou des trucs plus techniques et il n'y a pas de compréhension du candidat derrière, du contexte. Et là, ça se passe pas bien, c'est sûr. Donc, la préparation, c'est vraiment les 2 premières rencontres. Et ensuite, tout peut se faire à la carte. Donc, est-ce qu'on va soutenir le candidat pour la recherche de logement, pour les démarches administratives, donc la RAMQ, le NAS, la banque, l'inscription des enfants à l'école, l'emploi du conjoint, etc., l'intégration et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ou non? Est-ce qu'on va aller chercher les gens à l'aéroport? On a développé une offre de service qui est de plus en plus raffinée parce qu'on a des gens qu'on accompagne sommairement. Il y a des gens pour qui on offre, par exemple, des forfaits tout inclus qui veulent dire le tout inclus de base. C'est-à-dire qu'avec un forfait comme ça d'accompagnement, tout est couvert, tout est vu, mais on ne prend pas non plus le candidat par la main pour aller chercher et son ameublement et peut-être d'autres besoins sur place. Donc, ça va être un accompagnement sur les grandes phases. Et on a des accompagnements VIP où est-ce que là, dans quelques cas, Philippe, comme tu as nommé, on va avoir un employeur qui va nous dire, là, on accueille un vice-président ou on accueille, ou pour X raison, tout ce que le candidat vous demande, vous le faites. Donc là, ça, c'est quelques accompagnements comme ça, un peu comme la conciergerie d'hôtel. Devant, on écoute les besoins et puis on se met en action. Donc, c'est plutôt rare. Je dirais qu'on est capable de faire beaucoup de choses dans un cadre comme ça, par exemple, un forfait tout inclus, où est-ce que le candidat va tout avoir en main. Quand on ne le fait pas avec lui sur place, il va pouvoir le faire lui-même. Et on accompagne sur place pour les quelques démarches qui sont, disons, plus d'importance pour bien démarrer le projet, puis que la personne soit efficace au travail rapidement. C'est surtout ça l'enjeu. Et du coup, comment c'est échelonné en fait dans le temps, par exemple,
Est-ce que ça prend plusieurs mois? Enfin, est-ce que, par exemple, on peut commencer une première étape donc avant de venir au Québec et puis après reprendre, bah, sur place d'autres modules, enfin? Oui, ben c'est exactement ça, Alicia, c'est que le volet de préparation, on le débute le plus tôt possible. On dit toujours aux employeurs, des fois, il peut y avoir un stress à gérer parce que l'employeur nous dit, oui, mais si jamais ça fonctionne pas, le candidat, il vient pas au final, ben là, je vais avoir investi encore plus d'argent pour rien. Mais ce volet de préparation-là qui est virtuel, c'est un volet qui coûte presque rien, qui vaut pas la peine de manquer parce que sur la totalité des candidats, ceux qui viendront pas au final, c'est un faible pourcentage, hein, c'est très Exact. rare. Donc, vaut mieux gérer le faible pourcentage que de gérer un groupe de 15. J'avais l'exemple avec un groupe de 15 qui allait arriver et puis l'employeur me pose cette question-là. J'ai dit, ben si on a un candidat, donc vous avez 14 candidats au final, ben au moins on les aura rencontrés, bien préparés, ils arriveront sereinement sur le territoire versus pas en avoir tenu compte si jamais ils venaient pas et les 14 ou les 15 viennent et là, on gère dans l'urgence, c'est catastrophique, les gens arrivent n'importe comment. Je pense pas que c'est un bon risque à prendre. Donc, on le fait vraiment avant, en amont. Et là, après, ben, on va pas tout de suite en recherche de logement ou on va pas se mettre dans l'action sur des démarches terrain si la personne est au début du processus. On n'a pas encore présenté des demandes, on est sur le CAQ, EIMT, CAQ, disons, ou je sais pas, selon la situation, et on est très, très loin de l'arrivée des candidats. Ben, on va pas se mettre sur des notions concrètes tout de suite. Donc, on va peut-être dire aux candidats, ben déjà pour la deuxième rencontre, on se rencontre d'ici 2 semaines. Après, ben voici comment la stratégie qu'on pourrait mettre en place ensemble selon la date d'arrivée potentielle. Donc, est-ce que le candidat arrive en juillet ou est-ce que le candidat arrive en novembre? Ben déjà, sur la stratégie, c'est tout à fait différent. C'est pas une question de délai ici, c'est une question de momentum au niveau du logement, des démarches, des arrivées au niveau de l'immigration. Tout est différent, que ce soit l'été ou que ce soit une autre période dans l'année. Donc déjà, ça implique des connaissances derrière du processus, du fonctionnement sur ces visions 360 degrés. Donc, on va adapter, pour répondre à la question Alicia en terminant, donc pour adapter notre accompagnement, ça va aller selon la période, ça va aller selon les informations, la situation particulière de l'individu qui peut changer. Selon le type de permis aussi, ça va être plus ou moins rapide. Donc, tout ça, il va falloir le prendre en compte au mieux possible. Et on va aller sur les actions concrètes précises lorsqu'il y a lieu et qu'il n'y a pas un très grand risque. Parce qu'il y a toujours un petit risque quelque part. Je vous donne un exemple. On était en attente pour des candidats qui arrivent au mois de juillet et qui n'avaient pas encore de visibilité sur les permis de travail. Donc, on est maintenant, là, on est fin avril. Vous savez que le momentum pour la recherche de logement, c'est beaucoup avril. Donc, on est vraiment déjà à la fin un petit peu de ce momentum-là. Et on n'avait pas assez de visibilité avec l'employeur. On discute avec l'employeur parce que ça prend l'aval de l'employeur. On n'avait pas assez de visibilité pour se mettre en mode de recherche de logement. Il y avait trop de risques. C'était des salariés bas salaire dans ce cas-là, au terme de l'immigration. Donc, pas des candidats en capacité d'assumer des mois de loyer inoccupés et l'employeur n'était pas prêt à payer des mois de loyer inoccupés, ce qui n'est pas le cas de d'autres employeurs qui le font. Donc, c'est toujours ça à gérer. Et là, ben, ils nous disent, on va attendre pour le logement. Donc, on attend pour le logement. Je leur dis, ben, j'explique la situation. Plus on se rapproche du mois de juillet, plus ça va être compliqué de trouver un logement dans une petite localité du Québec. Donc, bon, ceci étant dit, après, si on s'organise bien, voici ce qu'on vous propose. On est là en stratégie auprès de l'employeur aussi. Et ça, c'est des services gratuits dans le sens où est-ce que ça fait partie de notre accompagnement sans frais supplémentaires. C'est qu'on va conseiller à l'employeur quoi faire dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-ci, on a dit à l'employeur, ben, une bonne chose à faire, étant donné la pénurie de logements, étant donné le contexte, étant donné qu'on attend les approbations, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est dès lors qu'on aura les approbations, que vos travailleurs peuvent arriver, ce serait idéal de trouver le logement dans un deuxième temps et d'acheter le billet d'avion ensuite.
Donc, on y va en étapes comme ça pour éviter des situations catastrophiques de stress aussi supplémentaires pour tout le monde. C'est le candidat et c'est l'employeur qui vont subir le stress davantage. Nous, on le subit parce qu'on est très engagé dans notre travail, on veut les résultats. Donc, oui, nécessairement, on est hyper stressé dans des cas comme ça, mais ultimement, c'est pas nous qui allons nous retrouver dans une mauvaise situation à l'arrivée s'il n'y a pas de logement ou il n'y a pas les conditions d'accueil. Donc, nous, on est là pour aussi faire être un peu les chiens de garde du processus. Et puis, ben, les gens ne sachant pas, des fois, ils pensent pas nécessairement à la meilleure solution. Donc, on est vraiment là-dessus. On s'adapte au niveau du temps selon la situation. Karine, je t'écoute et puis en fait, on vit les mêmes choses, hein. Je veux dire, on donne beaucoup de conseils à nos clients quand ils recrutent. Souvent, ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Donc, et puis à un moment, on se retrouve avec une situation qui fait qu'on a un problème. Parce que justement, malheureusement, je dirais que c'est parce que nous, on est des fois passé 2, 3 fois par ces étapes-là qu'on sait qu'on va avoir une problématique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je veux jamais te déresponsabiliser, puis tu l'as dit, les candidats, on veut pas les prendre par la main, on veut pas tout faire pour eux, on veut les accompagner, on va leur donner plein d'outils, mais on veut pas faire pour eux, et on fait la même chose avec nos clients. Et tout à l'heure, tu sais, tu parlais d'accueil VIP, soit de dirigeants ou de gestionnaires, mais aussi d'aller chercher des gens à l'aéroport. Moi, je leur dis toujours, bah, honnêtement, vous faites venir quelqu'un de l'international, oui, vous pouvez le déléguer. Et puis, je veux pas te retirer de travail, Karine, parce que je sais que tu le fais très bien. Mais je dis, moi, je pense que la première des choses, ça serait quand même d'aller vous, l'entreprise, alors peut-être pas vous, la personne des ressources humaines, mais le chef d'équipe, le directeur de production ou je sais pas, allez vous le récupérer à l'aéroport parce que, je sais pas, vous, la personne, elle quitte son pays parce que je dis toujours que celui qui prend le plus de risques, c'est quand même la personne hein, qui quitte son pays, qui vend tout et tout ça, qui est dans un pays qu'il ne connaît pas, une entreprise qu'il ne connaît pas. Puis là, se retrouver seul dans un aéroport, personne vient le chercher ou que c'est encore un intermédiaire. Bah, moi, je dis des fois, il faut pas que les entreprises se déresponsabilisent. Vous avez, si vous en aviez un qui arrivait tous les matins, peut-être que je comprendrais qu'à un moment, ça vaudrait le coup d'avoir un service, mais vous avez peut-être une personne qui va arriver tous les 3 mois, tous les 6 mois, parce qu'on a certains clients qui recrutent à peu près aux 3-6 mois. Présentez-vous, allez le chercher. Puis après, vous pouvez déléguer d'autres choses, mais le premier jour, moi, je sais que quand je recrutais dans le Pacifique Sud, les gens qu'on faisait venir pour notre entreprise, la quasi-totalité des gens, j'allais les chercher à l'aéroport avec leur famille. Je les emmenais jusqu'à leur hôtel parce que souvent, la première nuit, c'était un hôtel ou les premières nuits, c'était un hôtel. Mais ça, je le dis aux entreprises, puis ils me disent: «Oui, oui, on va le faire», mais c'est fréquent que les gens, au dernier moment, il y a personne pour aller chercher à l'aéroport, oui, ils ont réservé une nuit d'hôtel, mais c'est pas forcément, tu sais, ils ont pensé un peu au budget, puis en fait, il y a pas de moyen pour s'y rendre, il y a pas de transport en commun par la suite. Comment toi, dans ton métier, à un moment, tu dis à l'entreprise: «Bah, je peux le faire, mais ça serait quand même bien que pour démontrer votre intérêt envers cette personne-là, puis créer un sentiment d'appartenance assez vite, que vous le fassiez». Est-ce que ça t'arrive des fois d'être confronté à ça? Ouais. Ben, notre but, nous, oui, on veut faire des affaires comme tout le monde, hein, c'est sûr, on a une entreprise. Donc, mais notre but, c'est que le candidat soit quand même bien accueilli puis qu'il soit bien accompagné. Encore une fois, on va toujours juger la situation. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, quand on parle de nos services, moi, je dis souvent, si vous avez une chose à ne pas, disons que vous avez un petit budget, vous êtes en expérimentation, vous avez une chose à travailler avec nous, c'est la préparation. Donc, c'est 2 rencontres de base avec ça. Après, sur le terrain, oui, il peut y avoir des complications, oui, il y a des défis, oui, on a une expertise là, à offrir. Mais si on y va à la base, il y a toujours on travaille en partenariat avec les entreprises. Donc, il y a toujours des choses qu'ils peuvent nous déléguer et qu'eux peuvent faire eux-mêmes. Et le but, c'est pas nous de tout faire absolument, mais c'est de voir qu'est-ce que l'entreprise est capable de faire et qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire, qu'est-ce qui serait bien qu'elle fasse. Donc, à partir de là, si on qualifie un accompagnement qui serait bien d'offrir et que l'entreprise est capable d'aller chercher, par exemple, les candidats à l'aéroport, ben c'est super. Nous, on va être heureux que l'entreprise s'engage. On va travailler en collaboration. Il y a même des entreprises qui font les deux. Ils nous mandatent, donc ils n'ont pas la responsabilité d'organisation, de trucs, parce qu'après, aller chercher quelqu'un à l'aéroport, ça prend de longues heures parce qu'il y a l'attente et tout ça. Mais après ça, c'est pas terminé. Il faut aller
au logement de la personne, s'assurer qu'elle arrive bien. Nous, parfois, on arrive avec des petites courses, un peu de nourriture. On regarde un peu on donne des explications sur un peu l'orientation où se trouve la pharmacie, le supermarché, tout ça, billets de bus. Est-ce que la personne est capable d'arriver? Par exemple, on la laisse pour le week-end, ben, elle va être capable de se débrouiller, elle sait où sont les choses et tout. Donc, ça ne s'arrête pas là, c'est des heures qui suivent. Donc, parfois, il y a des employeurs qui carrément nous mandatent, mais se présentent quand même à l'aéroport. Et là, il n'y a pas le stress de savoir, ben, est-ce que je vais pouvoir, parce qu'il y a des gens qui arrivent le samedi soir à minuit, c'est à tout moment, là. Donc, nous, c'est notre travail. Donc, c'est sûr que si on le fait soi-même, il faut toujours le mettre sur une tâche vraiment précise, bien arrêtée, bien claire, parce que la situation qu'on a vue dans le passé aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui mandatent par exemple, des marraines, des parrains ou des gens qui se proposent, puis c'est super, hein, qui se proposent dans l'entreprise aussi parce qu'ils veulent aider, ou c'est d'autres personnes qui sont arrivées de l'international et qui se disent, ben moi, je vais y aller les chercher à l'aéroport et tout. C'est super. Par contre, quand c'est fait de façon bénévole, c'est fait comme ça, selon une proposition, ben il n'y a pas une attente claire derrière, c'est du bénévolat et c'est déjà arrivé qu'on voit des gens qui ne se pointent pas à l'aéroport. Donc là, c'est encore plus catastrophique que d'avoir dire aux candidats, ben vous allez arriver en taxi, que la personne s'attende à un accueil et qu'il n'y ait pas d'accueil. C'est pire. Hein. Donc après, ben c'est toujours c'est ça, c'est mettre la clarté dans le processus, se donner les bons moyens, les bons outils. Puis se donner les bons moyens, les bons outils, ça peut être qu'on le fasse soi-même et on se donne à l'interne les bons moyens, les bons outils. Mais si on n'est pas en mesure de le faire ou si on ne prend pas le temps de le faire, bien, évidemment, c'est là que d'avoir une tierce personne qui est là quand même au nom de l'entreprise, donc image marque employeur, ben là, c'est une bonne solution. Mais en effet, Philippe t'a donné un très bon exemple parce que l'accueil à l'aéroport maintenant, c'est un service à la carte que l'on propose et qu'on a, bon, à part sur d'anciens forfaits parce qu'on a des employeurs de longue date avec qui on travaille, mais pour les nouveaux, c'est quelque chose qu'on a d'emblée retiré de notre tout inclus de base parce que on sentait qu'il n'y avait pas il y a une énorme valeur ajoutée, mais dans un contexte budgétaire où est-ce qu'on veut quand même avoir bon un service qui est à un prix très bien pour l'entreprise, ben on a enlevé quelques extras qu'on se disait ben c'est vrai que ça serait intéressant qu'on le fasse. Les employeurs, les candidats adorent ce service-là, mais peut-être que justement, l'employeur peut aller de d'autres façons. Donc, on va le retirer, on va le mettre en option. Donc, les gens qui ne peuvent pas le faire vont le demander, mais nous, on va se concentrer vraiment sur notre cœur de métier et puis, ben, on adapte. Mais tu as tout à fait raison. Quand l'entreprise est engagée dans le processus, ça donne une bonne image, mais pour le faire depuis quand même plus d'une dizaine d'années, ce travail-là, peu importe, nous, quand on se présente, on nomme l'employeur, puis on dit c'est votre employeur qui vous propose ces services-là. Donc, peu importe, quand on le fait au nom de l'employeur, en quelque sorte, on représente l'employeur et ça ne crée pas une... les gens ne sont pas déçus, c'est pas mon patron, parce que souvent, il n'y a même pas d'attente que c'est le patron qui vienne les chercher. Et donc, ils sont heureux, là. Ça là-dessus, le résultat, je pense qu'il est le même. Mais bon, peut-être qu'il y a une attention encore plus, hein, si c'est le dirigeant ou quelqu'un dans l'entreprise là, qui vient les chercher. Mais sincèrement, j'ai pas remarqué ce détail-là. Les gens sont heureux s'ils sont accueillis, là, en général. Je vois que le temps file, ça fait déjà Oui. plus de 30 minutes. J'ai Si vu tu avais... passer une question, par Oui, contre, vas-y. qui a un petit peu rejoint ce sujet. Une question de Caroline, qui du coup souhaite s'investir voilà, un peu plus dans son entreprise, dans l'accueil des travailleurs à l'international. Et du coup, elle se demandait si Reloc Québec offrait peut-être des formations ou des outils pour qu'elle puisse devenir plus autonome dans cette tâche. Oui. Bien, on le fait à la demande. Donc, on en a parfois des demandes en ce sens-là. Nous, notre spécialisation, vraiment vers quoi on focus, c'est l'accompagnement des candidats. Oui, on travaille énormément avec les entreprises. On a 80% de nos clients, même plus, peut-être 85% de notre clientèle, qui est la clientèle des entreprises qui nous mandatent pour accompagner leurs travailleurs étrangers recrutés. Mais je vous dirais que, ultimement, c'est le candidat qu'on accompagne qui devient un peu notre client là, par la bande. Donc, notre expertise, elle s'est vraiment beaucoup développée et basée là-dessus, contrairement à l'accompagnement
accompagnement en entreprise ou gestion de la diversité interculturelle qui est tout à fait dans nos cordes en termes d'expertise, mais on n'a pas développé de services en ce sens-là. Je pense qu'il en existe là, au Québec, là, qu'il y a des gens, des entreprises, des intervenants qui le font. Donc, donner un conseil ou deux, oui, c'est quelque chose, mais en termes de formation, on peut l'organiser, mais on arrive souvent, quand les entreprises me contactent, je leur donne d'autres noms, d'autres références, et puis je leur dis, si vous n'avez pas réponse à vos besoins, ben recontactez-nous, on verra ce qu'on peut faire, parce que c'est sûr qu'on peut le faire sur mesure, organiser une formation, mais étant donné que c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, ben quelque part on est probablement moins efficace ou moins la formation serait excellente, j'en suis convaincue, mais c'est pas ce qu'on fait au jour au jour. Et c'est la même chose dans notre champ d'expertise. Nous, de la relocalisation, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Donc un employeur qui le fait quelques fois dans l'année va être beaucoup moins efficace, va perdre du temps, n'aura pas les contacts, même s'il a la meilleure formation, à moins qu'il soit dans une optique de le faire à long terme, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui va dire, ben moi, je suis responsable RH et dans mes tâches, ben j'accueille 5 travailleurs par année, je vais le faire moi-même. Ben là, c'est sûr que la formation serait probablement très utile, mais il reste que quand on le fait pas à tous les jours, ben c'est un petit peu à recommencer, les choses évoluent, les choses changent. Donc, est-ce qu'on va être tout à fait en moyen, là? Je sais pas. J'aurais tendance à dire que deux formes d'intégration également qui sont différentes et complémentaires. Il y a l'intégration qu'on fait, par exemple, chez Relo-Québec, les services de relocalisation. C'est tout ce qui se passe à l'extérieur des bureaux. Et il y a l'intégration en entreprise, qui est quelque chose en soi qui demande énormément d'énergie et d'étapes. Bon, donc, déjà, souvent, les gens au niveau des ressources humaines ou en entreprise vont être beaucoup dans cette portion-là d'intégration en entreprise. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et la portion à l'extérieur, ils vont la laisser ou ils vont avoir quelqu'un à l'interne qui ne fait que ça ou qui a ça dans ses tâches parce qu'ils accueillent 100 travailleurs par année. Donc, il y a toujours une circonstance. Donc, je connais pas l'entreprise de la personne qui pose la question, mais c'est vraiment d'évaluer ça. Est-ce qu'on veut apprendre pour vraiment le mettre en place dans notre structure à l'interne? Ben ça, oui, je recommanderais des formations et tout ça. Ben c'est toujours bon de la formation continue dans tous les domaines. Par contre, si c'est une personne ou une entreprise qui accueille quelques travailleurs par année, est-ce que ça vaut le coup d'aller là-dessus? Parce que nécessairement, avec un petit nombre de travailleurs, à moins qu'on ait bien du temps, ça va être, puis de toute façon, ça va être beaucoup plus énergivore que quelqu'un qui le fait à tous les jours. Donc, c'est de se poser la question pour voir la rentabilité puis le coût à la fin. Peut-être que de passer par un service externe, ça peut être plus rentable que de le faire soi-même avec les avantages sociaux et tout, là. Exact, Karine, puis je suis vraiment d'accord, je te rejoins parce que souvent, quand nous on fait le recrutement, les gens nous disent est-ce que vous pouvez nous accompagner pour justement ce que tu viens de dire, tous les exemples que tu as donnés, la recherche de logement, ça. Et là, je leur dis bah, on pourrait le faire, mais c'est pas notre métier. C'est pour ça souvent que je te renvoie les gens ou je donne tes coordonnées parce que vous avez les bons contacts, vous avez l'habitude, vous passerez moins de temps et donc au final, ça coûtera moins cher pour l'entreprise que si nous on le fait. Puis en même temps, c'est pas notre métier. Je veux dire, c'est un métier de prendre soin. Puis tu sais, tu donnais tous les exemples, puis je pense qu'il y en a encore plein. Il faut penser à tellement de choses quand on veut bien faire le travail. Ouais. Et puis en même temps, comme tu dis, bah, les gens, ils savent pas ce qu'ils ont encore besoin. Donc, si on n'est pas capable de leur dire un peu, est-ce que ça vous intéresse, ça. Si vous n'avez pas une liste, bah, on va passer à côté. Et puis, peut-être qu'on va passer à côté des choses primordiales. Donc, tu as bien raison. Je pense que des fois, on dit, ah oui, mais c'est un expert. Mais ouais, mais un expert, l'avantage, c'est qu'il travaille 365 jours dans ce secteur-là, il va nous faire gagner du temps. Puis des bonnes pratiques aussi. Puis on fait la même chose, tu sais, au niveau du recrutement, on s'est fait demander combien de fois est-ce qu'on faisait le recrutement international. C'est facile. On travaille avec plus d'une centaine d'entreprises. On fait plus le décompte. Il faudrait le faire. On a plus de 100 entreprises avec lesquelles on travaille. On a de quoi faire en termes de... Et ils recrutent tous, hein, bien sûr, hein, étant donné qu'ils nous mandatent, ils recrutent. Donc, ce serait facile pour nous. On a des candidats derrière, on a des entreprises. Ça aurait été facile de les mettre en commun, d'organiser des services là-dessus.
À un certain moment, on faisait des propositions. Donc, c'est sûr qu'on le fait encore. Quand on a un client qui a un CV, on sait qu'on a une entreprise cliente qui recrute, ben, on les met en relation. Mais je veux dire, ça a été un petit peu un projet pilote il y a plusieurs années. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Même chose pour l'immigration. C'est facile d'organiser ça à l'interne. Il y en a des entreprises qui font de tout un peu. Mais là, c'est toujours une question de valeur, puis de vision ou c'est personnel, hein? Mais nous, chez Reloc Québec, ben, on a décidé qu'on se concentrait sur un domaine d'expertise. On voulait être les meilleurs là-dedans. Donc, on investit 100% de notre temps là-dessus. Donc, on revise nos processus, nos outils, nos façons de travailler. On va faire de la formation à ce niveau-là. On va accompagner les entreprises là-dessus. Donc, nécessairement, on devient de plus en plus expert. Si on avait choisi d'aller et au recrutement et sur l'immigration, ben, on aurait investi le tiers de notre temps sur chacun. Ben, le résultat final, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est moins bon, hein, mais c'est mon avis personnel. Donc, nous, on ne fait que de la relocalisation. C'est vraiment notre champ d'expertise. Et puis, ben oui, on accompagne les travailleurs sur parfois quelques stratégies ressources humaines qui touchent la mobilité internationale. Oui, parfois, on connaît un peu au niveau de l'immigration, donc on donne jamais de conseils, on n'est pas agréé là-dedans, mais on connaît un peu le processus, donc ça nous aide certainement pour les démarches administratives ou notre travail. Donc, c'est d'avoir un peu le portrait d'ensemble, la vision 360 degrés, mais on se concentre sur un champ d'activité. Je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace de cette façon-là. On arrive bientôt à la fin et je pense qu'après, elle aura sûrement des questions. 5 recommandations que tu donnerais aux entreprises. Alors, ça serait quoi les recommandations que tu pourrais dire aux entreprises qui soit nous écoutent là ou vont nous écouter par la suite parce que la vidéo sera disponible? C'est quoi les Oui. conseils? Ben, la première chose, ça serait de ne pas présumer. Peut-être de partir un peu, qu'on le fasse soi-même. Encore une fois, nous, on prône pas, oui, nos services sont excellents et puis on offre la belle qualité, mais on ne prône pas que les entreprises fassent tous affaire avec des services de relocalisation comme les nôtres. On prône vraiment, on souhaite que les gens soient bien préparés, bien accueillis et ultimement s'intègrent bien dans la société québécoise pour enrichir notre société. C'est vraiment ça l'idée. Donc, de ne pas présumer, ce serait le premier conseil parce que puis nous aussi, on est constamment en apprentissage, on accueille des gens de partout dans le monde, on ne peut pas connaître finement toutes les cultures. De toute façon, la culture, c'est vaste, hein, ça va sur l'individu aussi. Il y a des cultures dans une même fratrie qui sont différentes, donc sans rentrer dans ces détails-là, mais ne pas présumer, ça veut dire être ouvert, être à l'écoute et essayer de comprendre les meilleurs, les besoins de l'individu puis les meilleures solutions qu'on va pouvoir leur offrir. Donc, je dirais que c'est la première chose. Puis c'est une erreur fréquente dans tous les domaines. Je le vois en développement international, hein, combien de projets qui ont été créés, les communautés n'avaient pas besoin, c'est jamais utilisé, les gens comprennent pas pourquoi. Mais c'est dans tous les domaines, ça, c'est dans tous les domaines. Donc, pas présumer, ça serait vraiment le conseil clé, je dirais. Si j'ai en nommé d'autres, ben, d'aller sur une planification, je dirais. Donc, de prendre le temps de planifier la démarche de l'accueil parce qu'il y a toutes sortes de petits détails qu'on n'aura certainement pas pensé, de le mettre en planification, de l'écrire, de se faire peut-être un checklist, d'aller voir de quoi on aura besoin. Ça va permettre peut-être, je pense, ça va permettre une meilleure transition pour l'individu qui est en grand changement dans sa vie, qui va certainement avoir besoin d'appui. Ensuite, après la planification, ça prend l'organisation. Et là, je me rends compte que dans mes conseils, ça va sur une gestion de projet. Hein. Dans l'organisation, c'est une fois qu'on a planifié, il faut organiser les choses. Organiser les choses, ça veut dire avoir du temps, avoir des gens qui vont pouvoir l'organiser parce que, encore une fois, le diable est dans les détails. Hein? On a une belle vue d'ensemble. Wow, c'est génial, c'est facile. OK, voici les étapes. Après, dans l'organisation, on se rend compte qui fait l'organisation, puis là, qui fait les appels et qui va plus loin. Et, OK, ça demande du temps, hein, le fameux temps. Donc, l'organisation, de le prévoir d'avance. Et ça se prévoit d'avance. L'erreur ultime, c'est de penser que
la personne, quand on va avoir les autorisations, comme je le mentionnais tout à l'heure, ben là, on va organiser l'arrivée. C'est trop tard, ça se fait bien en amont, selon moi. Et donc, de le planifier, de l'organiser, après d'avoir les ressources en place. Donc, ce serait quelque chose aussi à voir. Qui va faire quoi? Donc, est-ce que si c'est pas moi, qui va le faire? Et puis, quelles ressources autres j'ai dans l'entreprise qui vont contribuer aussi? Puis une dernière recommandation, parce qu'il y en a plusieurs, ça serait, je sais que ça tourne autour des mêmes volets, mais ça serait de se dégager du temps, de se dégager plus de temps. C'est toujours une surprise, puis avec toutes les années d'expérience qu'on a, c'est toujours une surprise. On est toujours en apprentissage, puis je vous donne une expérience en lien avec notre travail parce qu'on accompagne des entreprises. À chaque fois, quand on évalue nos services et qu'on fait des offres, on évalue la recherche de logement, le temps que ça prend, les démarches, la préparation. On fait un volet d'intégration également. On a 8 activités gratuites qui sont données virtuellement dans l'année. On a toute une belle offre de services. Et on fait cette proposition à nos entreprises. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de la gestion de projet derrière. Les entreprises nous sollicitent. Il y a des entreprises qui veulent nous rencontrer à toutes les semaines parce qu'ils veulent suivre les étapes. Ils nous demandent des comptes rendus. Il faut faire des tableaux. Quand on a des dizaines de travailleurs qui arrivent, c'est pas vrai qu'on fait on va pas la communication va changer. Donc, on peut pas communiquer de la même façon pour un candidat que pour 50 candidats. Donc là, ça nous prend des tableaux, des suivis. Et là, ça ajoute énormément de travail qui sort du cadre de nos services qui est en accompagnement d'entreprise. Donc, avec les années, on s'est aperçu du temps que ça demandait dans le cadre de gestion de projet. Mais je pense que je peux faire l'analogie, la même chose pour l'accompagnement des candidats. C'est qu'on imagine quelque chose et puis, au fur et à mesure, quand on accompagne, on s'aperçoit que, mais j'avais pas pensé à tel aspect, j'avais pas pensé. Et en plus, quand on n'est pas organisé dans la structure ou dans les ressources en place, il faut tout créer. Nous, notre réseau de contacts, il est fait. On est encore en développement, ceci étant dit, il y a toujours à faire. Mais imaginez 8 ans de développement de réseau de contacts versus une nouveauté, là, j'ai besoin d'avoir un partenaire ou d'avoir quelqu'un qui va me renseigner sur tel sujet. Je dois commencer à zéro. Qui fait ça dans le domaine? Je vais faire des appels, je vais commencer une relation, j'essaie quelque chose. Ça prend énormément de temps. Donc, je vous dirais que le dernier conseil, ce serait vraiment de se donner beaucoup de temps. Et si on n'a pas le temps, de faire confiance à des experts. Merci Karine. Alicia, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que le temps on a Oui. quasiment pris tout notre temps. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a eu plusieurs questions, mais plus côté recrutement. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, voilà, que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme MoveJob, donc plateforme de recrutement international qui un petit peu déjoue les codes actuels du recrutement. Voilà, avec un nouveau système, on recrute plus en fonction du CV. On veut d'abord savoir qui vous êtes, votre projet d'immigration, ce que vous avez envie de faire, vos compétences métiers. Et ensuite, ça match entre vous et les entreprises. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a aussi notre prochain rendez-vous RH. Vous pouvez désormais le noter. Ça sera le 12 mai. On va s'intéresser plus à ceux qui veulent venir travailler en tant que sage-femme au Québec. Et j'ai vu aussi passer dans les commentaires que Karine, tu as beaucoup de succès avec Rollock Québec. Parce que du coup, peut-être que ça recrute en direct avec MoveJob, on ne sait pas. On a un petit commentaire de Sandrine qui aimerait bien être recrutée, faire partie des collaborateurs de Rollock Québec. Ah, c'est hot, j'aime ça. Bonjour, Elle débarque bientôt au Québec en juin. En fait, elle suit son conjoint qui a eu une offre d'embauche au Québec. Et du coup, apparemment, elle est très intéressée par ce que vous proposez. Merci, c'est gentil, Sandrine. Bon succès dans votre projet d'ailleurs. En tout cas, je vois que le temps est bien avancé. Karine, je te remercie pour ton temps, ta générosité. Je pense que tu as amené plein de conseils et j'espère que certains chefs d'entreprise qui vont regarder ou qui ont écouté, ou même des gens des ressources humaines vont se dire, c'est vrai qu'on parle de marque employeur et si on se démarquait aussi dans notre approche,
auprès des gens qui arrivent de l'extérieur, Mmh. parce qu'on parle de fidélisation, c'est sûr qu'on les fidélise quand ils arrivent de l'extérieur parce qu'ils ont un visa fermé, donc c'est plus compliqué. Mais au-delà du visa fermé, qu'est-ce qui leur donnerait le goût de rester par la suite? C'est toutes ces petites choses, toutes ces petites attentions qu'on va faire. Donc, merci beaucoup, Karine. Je sais que toi, tu pars en vacances, tu vas prendre l'avion Oui. d'ici peu. Ben, c'est mon Alors, tour. C'est bien pas pour l'immigration, mais au moins pour le voyage, c'est déjà bon. Mais Philippe, je me permets là en terminant, je sais qu'on termine, mais juste pour vous dire, pour la marque employeur, même dès le recrutement, on a des candidats, des entreprises qui nous le mentionnent. Il y a des gens qui choisissent un poste parce qu'il y a aussi de l'aide à la mobilité internationale. Hein. Je le mentionne parce qu'on en a toujours des exemples dans l'année là, de gens qui nous le mentionnent. et puis tu as raison, Karine. Moi, ça fait des années que je fais du recrutement international depuis dans les 12 derniers mois. Puis là, ces derniers mois, il y a une grosse compétition, je le dis aux chefs d'entreprise. Pensez pas que le candidat, il a juste votre offre. Il en a plusieurs des offres en même temps quand il veut immigrer, surtout pour immigrer au Québec, parce qu'il y a quand même un nombre d'emplois qui sont incroyables. Donc, quand il va prendre votre offre, oui, il va regarder les tâches que vous donnez, oui, il va regarder le salaire, il va regarder la ville, mais il va aussi regarder l'ensemble. Et c'est sûr que s'il se sent accompagné, lui et sa famille, par des services comme Karine, par exemple, Prologue Québec, mais c'est sûr que ça va faire toute la différence parce que il a déjà beaucoup de stress sur son travail. S'il peut se retirer un peu de stress sur son accompagnement pour se trouver un logement et tout ça, il fera la différence. Donc, je suis sûr que tes services font une grande différence. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alicia. Karine, bonnes vacances. Et Merci. puis, au plaisir de te recroiser à Québec au retour des gîtes. Ben certainement. Puis merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter ce matin. Là, c'est super apprécié. À Merci à vous bientôt. 2 et à très bientôt. Bonne journée.